Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crépin Télévision. Tout d'abord, les condoléances de la télévision locale envers la mémoire de monsieur Hervé Lecomte, maire de Crépin de 1993 à 2001 et qui fut à l'origine de la création d'un réseau câblé dans la ville à l'époque et de l'apparition d'un créneau d'information locale télévisé. Et oui, c'est lui le fondateur de Télé Crépin, renommé par la suite Crépin Télévision. Voilà qui est dit. Au programme, dans cette bimensuelle 150, la commémoration du 11 novembre, l'armistice donc de 1918 dans notre ville, qui a vu la mise à l'honneur du roi des Belges, Albert Ier, par une remise de gerbes au monument du roi soldat rue de Bliquy, donc ici à Crépin, mais également la remise de la médaille de la ville à la salle des fêtes par le maire, M. Golinval, aux sauveteurs d'un jour, qui ont fait redémarrer le cœur défaillant de Maurice Gaudin, que l'on pourrait qualifier de miraculé. Crépin compte encore aujourd'hui une population de nationalité belge et de descendants de familles belges. Sur nos monuments aux morts sont gravés les noms de nombreux Crépinois, militaires et civils de nationalité belge, morts au cours de la guerre 14-18 et de 39-45. Le prince Albert de Belgique, duc de Saxe et prince de Saxe-Cobourg et Gotha, né à Bruxelles le 8 avril 1875, est devenu le troisième roi des Belges le 23 décembre 1909 sous le nom d'Albert Ier, suite à la mort de son oncle, le roi Léopold II, décédé sans héritier. Bien qu'issu d'une lignée aux racines germaniques et mari d'une princesse allemande, Élisabeth de Bavière, en 1914, il refuse la demande formulée par l'empereur d'Allemagne Guillaume II de laisser traverser la Belgique par les troupes allemandes pour envahir la France par sa frontière nord, en application du plan élaboré en 1905 par le maréchal et stratège allemand von Schlieffen, chef d'état-major de l'armée allemande. Le roi Albert Ier n'avait pour objectif légitime que de préserver la neutralité de la Belgique. Le 4 août 1914, après le refus par la Belgique de se soumettre à l'ultimatum allemand, les troupes allemandes pénètrent en Belgique, violant ainsi sa neutralité. L'armée belge, malgré sa faible importance, opposa une résistance farouche, mais fut contrainte de se replier vers la mer du Nord, ce qui entraîna l'entrée en guerre des Britanniques.
nous avons actuellement une société qui oublie sa mémoire, qui est en train de la perdre progressivement. Il faut faire un très gros effort avec toutes les associations des anciens combattants pour essayer de perpétrer cette mémoire, cette transmission de mémoire à la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée. Le dernier mot, le dernier tir, la dernière détonation, depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front du premier des clairons, à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères n'ont pas retrouvé leurs fils. Des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu leur aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. De Hinzelin Albert, de Ulster Émile, mort pour la France. Descou Ernest, Déo Victor, mort pour la France. De Ouf Benoît, Delaney Paul, mort pour la France. De l'autre, Georges Delof Paul, mort pour la France. Les monuments aux morts de nos villes et de nos villages rappellent et gardent le souvenir de ces hommes tombés sur les champs de bataille. La France victorieuse comptait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Bilan très lourd reflétant l'ampleur des sacrifices consentis pour la patrie et la liberté par nos soldats engagés dans ce conflit appelé la Grande Guerre. De cette première guerre mondiale, notre mémoire collective conserve le souvenir de ces millions de victimes. En ce jour de commémoration, rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, des pays alliés, combattants de tout grade, qui ont fait preuve d'un courage exemplaire, méritant notre reconnaissance. Beaucoup d'entre eux sont morts pour la France. En cette journée de recueillement en hommage à tous les morts pour la France, ayons une pensée également pour nos soldats tués ces derniers mois en opération extérieure et inclinons-nous devant la douleur de leurs familles. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, fidèle au souvenir de toutes celles et tous ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel et en paix. Vive la République et vive la France. Sergent-chef Yvonne Huin, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali, le 2 janvier 2021. Mort pour la France. Maréchal des logis, Tannery, Maury, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali, le 28 décembre 2020. Mort pour la France.
surtout, il est important de ne pas oublier tous ceux qui, je le répète, se sont battus pour notre pays, pour notre liberté. Et lorsque je le vois des enfants présents, comme c'est le cas aujourd'hui, comme c'est le cas sur d'autres commémorations, je me dis que vraiment, effectivement, il faut transmettre à nos enfants et souligner, leur rappeler tout ce qu'a vécu notre pays, parce que c'est comme ça qu'on construira et on continuera à construire un bel avenir pour chacun d'entre nous et pour surtout les générations à venir. Monsieur le maire, permettez-moi par la présente de remercier l'ensemble des personnes qui ont participé et permis mon retour à la vie le dimanche 19 septembre 2021. Sans la rapidité d'action et d'efficacité de plusieurs de vos élus et d'autres, considérés d'après le rapport médical en mort subite, je ne pourrais pas actuellement continuer à goûter à la vie. Encore une fois, merci à toutes et tous. Je vous sollicite afin de les remercier. Comptons sur vous. Je vous prie d'agréer, monsieur le maire, mes salutations les meilleures. Maurice Gaudin. Il y a tellement de personnes qui ont eu mon problème et qui n'ont pas eu cette chance. Je peux dire que je suis tombé sur une bonne équipe, au mauvais moment pour moi, mais au bon endroit quand même. Merci. Du sport maintenant, avec un tournoi international de floorball à la salle de la Corderie de Kievrechin, avec la présence exceptionnelle de l'équipe de France féminine et masculine en même temps donc de ce sport, mal connu chez nous mais très populaire dans les pays de l'Europe du Nord. Et oui, le floorball qu'on pourrait qualifier de hockey en salle. Vous allez voir, c'est très spectaculaire et très rafraîchissant. On saluera une organisation impeccable des Grizzlies du Hainaut, des passionnés locaux, avec notamment la présence de notre députée du Nord, Madame Descamps, pour la remise de prix chez les féminines en national. Et oui, nos féminines nationales, qui ont fait match nul d'ailleurs, face à une redoutable équipe autrichienne bien plus aguerrie qu'elle. C'est une première à Kievrechin puisque l'équipe de France masculine et féminine de floorball est venue disputer des matchs internationaux à la salle des sports de la Corderie. C'était un événement unique où l'on pouvait découvrir des équipes comme l'Autriche, la Hollande et même l'Angleterre. Bref, un coup de maître de l'association locale des Grizzlies du Hainaut qui, depuis de nombreuses années, a à cœur de défendre ce sport étonnant au niveau européen et pourtant relativement méconnu chez nous en France. C'est exceptionnel d'organiser ce genre d'événement dans une commune de la taille de Kievrechin. C'est un événement qui a habituellement lieu dans des grosses villes. On a déjà fait ça à Rouen, à Amiens, à Besançon ou à Paris. Et là, donc, on organise ça cette fois-ci à Kievrechin. Pour la proximité avec la Belgique, les Pays-Bas et l'Angleterre, donc qui a facilité leur venue lors de ce tournoi. C'est historique car c'est la première fois qu'on fait un tournoi international à cette équipe. Et donc on a la chance d'avoir ce moment historique du floorball français à Kievrechin.
Nous nous sommes intéressés ici en télé locale, plus précisément à la rencontre phare des féminines entre l'équipe de France, toujours à la recherche d'un titre européen, et la chevronnée équipe d'Autriche. Une rencontre très serrée, spectaculaire, toujours dans le respect des règles et de la bonne entente amicale entre nations sportives. Même si cette dynamique équipe de France a démontré de bien belles qualités offensives, elle n'a pu que faire match nul dans les dernières minutes face à une très solide équipe autrichienne, bien mieux classée qu'elle dans la hiérarchie européenne. Mais on ne va pas bouder notre plaisir, ce fut un beau match où la capitaine française Pauline Meneux, originaire de Lyon, a été élue meilleure joueuse de cette rencontre. C'est un tournoi qui a lieu tous les ans, qui réunit les équipes un peu alentour, Belgique, Pays-Bas, France. Et donc là, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas eu lieu à cause de toute la période Covid. Donc là, on est content de retrouver sur les terrains. Et là, c'était oui, effectivement très chaud parce qu'on a été mené jusqu'à 1 minute 30 de la fin. Et donc on égalise et 6 partout. Donc plutôt bon résultat pour nous face à l'Autriche qui est une bonne nation du floorball. Pour l'Autriche, meilleure joueuse pour Austria, best player, numéro 19, Leona Grazer. Leona Grazer, la gardienne. Et pour l'équipe de France, meilleure joueuse, notre capitaine numéro 6, Pauline Meneux. Allez, la main droite, la main gauche pour les deux joueuses. La récompense offerte par notre équipe de Génération. Ce qu'a fait Kievrechin ce week-end, la commune de Kievrechin, le département qui a aidé, apparemment Valenciennes aussi. Enfin, on a eu vraiment des soutiens de la part de plusieurs mairies. On a vu qu'il y avait des députés, des élus qui sont venus. Donc, on sent clairement qu'il y a une volonté de tout le département et de tout le monde ici de faire grandir ce sport. Donc, vraiment, la première chose, c'est de remercier le club de Kievrechin qui a fait tellement de choses pour le floorball. Voilà, tout le monde est venu pour ce tournoi et c'est une belle réussite. Et voilà, il n'y a pas besoin de défendre le floorball. Ce que fait Kievrechin, ce que font les Grizzlies du Hainaut, c'est vraiment une très belle publicité pour le floorball et c'est vraiment, il faut les remercier, c'est ça le message aujourd'hui. Avant de retrouver les garçons dans ce tournoi international de floorball, voici un nouvel épisode de notre série La famille tout écran qui nous met en garde contre les dangers du web, comme par exemple le post de photos gênantes vous concernant étant mis sur les réseaux sociaux sans votre accord. Voilà, comment dirais-je, un véritable cas d'école, si je puis dire. Qu'est-ce qu'il y a ? Raconte-nous. Quelqu'un a publié une photo de moi sur Insta pendant que j'embrassais mon petit copain. Mais ça se fait pas, ça. Mais c'est clair. Surtout que je voulais pas que ça se sache. Raté. La photo a déjà été partagée 50 fois. Bon, chez nous, on se laisse pas faire. Chez nous, on agit. Bon, tu proposes quoi ? On détague. Ça empêche pas la photo de circuler, mais c'est une première étape pour que tes amis aient moins de chances de tomber dessus. Bonne idée. C'est fait. Ensuite, on trouve qui a publié la photo. Mais en plus, je le connais. C'est Franck, un gars avec qui j'ai pas voulu sortir. Je lui envoie un texto maintenant parce que c'est abusé. Il a répondu. Je suis désolée, j'ai retiré la photo. Pardon. Tu me feras penser à vérifier que personne n'a posté la vidéo du pot de départ de Jacqueline. Celle où tu chantes Tata Yo-Yo avec ton grand chapeau ? Espérons. Il est facile sur les réseaux sociaux de poster des photos ou des vidéos de vous sans votre accord, et même de manière anonyme, cachée derrière des pseudos. Il faut être très vigilant, car cela peut aussi être le point de départ du cyberharcèlement. Les plateformes de réseaux sociaux ont mis en place des moyens pour signaler toute publication gênante. Je pense qu'on devrait même te signaler pour crime contre l'humanité avec une voix pareille. À ce point-là ?
Retour maintenant sur le tournoi international de floorball qui a eu lieu à la Corderie dernièrement, qui a vu notre équipe de France masculine, donc de floorball, s'incliner devant nos amis belges. Alors je suis allé tout simplement demander au président de la fédération belge quel était donc le secret de victoire de ces diables en noir particulièrement efficaces. En ce qui concerne l'équipe de France masculine de floorball, bien qu'elle soit d'une excellente formation, elle a dû logiquement s'incliner devant une équipe belge extrêmement expérimentée. Et d'ailleurs, nous avons demandé au sélectionneur de la fédération belge quel est donc le secret de cette équipe pour vaincre relativement facilement son adversaire français, bien que la différence au fil des années se réduise entre ces deux équipes. Je pense que la différence se situe surtout au niveau jeune en fait. On est plus développé au niveau jeune qu'au niveau adulte par rapport à la France. Je pense que c'est dû aussi à la taille du pays qui fait que vous avez peut-être un peu plus de clubs mais qui sont éparpillés sur toute la France, sur tout l'Hexagone et en Belgique. Vu que le pays est assez petit et on a la possibilité de jouer tous les week-ends assez souvent et nos jeunes sortent des écoles de jeunes avec une dizaine d'années de floorball et beaucoup de matchs par rapport à des jeunes Français qui parfois arrivent en équipe adulte sans jamais avoir joué en fait. Après, on voit quand même qu'au niveau des niveaux, ça s'équilibre quand même un petit peu. Mais oui, si on doit parler d'un secret en Belgique, je dirais que c'est ça. On referme cette bimensuelle 150 avec un résumé du Salon international de la bande dessinée à Valenciennes qui a eu lieu dernièrement à la Cité des Congrès, où d'ailleurs quelques locaux comme le Kievre-chinois Brice Follet figuraient en bonne place. À vous signaler également que la municipalité de Crespin organise des mercredis culturels à la médiathèque. Donc un mercredi sur deux de 14h à 17h et cela démarre ce mercredi 1er décembre 2021. Donc n'hésitez pas à venir découvrir les histoires contées et autres jeux de société à la cyberbase locale. Pour tout renseignement complémentaire, le 03 27 45 81 19. Le 03 27 45 81 19.
Voilà, n'oubliez pas les gestes barrières et le port du masque qui est obligatoire maintenant à la vue du retour de la pandémie de coronavirus sur le territoire. Merci de votre fidélité et moi je vous dis à dans 15 jours. Quatorzième édition, formidable. Première journée d'hier, excellente. Un nombre de visiteurs, voilà, très très bien. Ce dimanche, c'est pareil, ça continue. Plein de super auteurs. On a forcément les lapins crétins avec Pujol qui est formidable, qui est très demandé. Plein d'auteurs des États-Unis, de l'Italie, de partout. Une visite en famille à faire, un moment inoubliable. Il faut venir, incontournable. Tous les artistes qui ont répondu présent à l'occasion de ce 14e Salon international de la BD. Je voudrais vous tirer un grand coup de chapeau et je voudrais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Applaudissements pour l'ensemble des artistes qui ont fait le job tout au long de ce week-end. On va commencer bien évidemment avec le prix d'honneur. Il est né dans les Ardennes belges. De son vrai nom, Philippe Liégeois. N'a que 16 ans lorsqu'il est engagé au studio de dessin des éditions Dupuis, où il rencontrera Bob de Groot. C'est le début de leur fructueuse collaboration. Après Archimède pour le journal Spirou, il décide de créer pour le journal Tintin un personnage démystifiant le héros de la célèbre légende Robin Dubois, qui compte à présent 19 titres. Le journal Tintin leur demande de reprendre les aventures du colonel Clifton abandonné par leur créateur Machereau. Ensemble, ils réalisent 9 albums de Clifton pour le Lombard. En 1975, l'hebdomadaire Achille Talon Magazine leur demande la création d'une nouvelle série. C'est à nouveau la démystification d'un personnage célèbre qui sera la cible de nos amis, Léonard de Vinci, depuis 52 albums. 52 albums de Léonard le Génie ont été publiés chez Dargaud et le Lombard, bien évidemment. À ce jour, il a réalisé plus de 80 albums. Je pense que vous avez deviné, le prix d'honneur est bien évidemment attribué à Turc. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. J'espère que je ne me suis pas trompé. Il est né à Albi le 1er janvier 1989. Pendant l'enfance, son grand frère et lui entretiennent une franche et virile rivalité artistique. C'est à celui qui dessinera le plus joli Mickey. En 2006, il obtient le 2e prix de la catégorie Teenagers au concours BD de Colomiers. En 2007, année de son bac ES, il crée un bloc Délirarium où il développe son univers et ses personnages délirants. Il obtient la licence d'art appliqué à la faculté de sciences humaines du Mirail en 2011. Pour rassurer ses parents, par la suite, il choisit un projet d'album avec Titom, scénariste toulousain de quelques projets de Midam, et il passe un test pour adapter. Et là, normalement, vous allez trouver les lapins crétins en bande dessinée. En 2013, il est approché par Milan pour créer la série Avni, dessinée par Vincent Co. Récemment, il a scénarisé la série Le Monde à l'envers pour les éditions Soleil et le Codex de Théo. Vous l'avez forcément toutes et tous reconnu, le prix du public est largement attribué à monsieur Romain Pujol. Romain, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Moi je viens de Normandie. Ah ouais, donc ça fait... Alors Monsieur Pujol, vous êtes l'invité ici du Festival de la BD ici à Valenciennes, Palais des Congrès. Ouais, l'invité d'honneur parce que j'ai fait l'affiche. Et du coup je suis vraiment très content d'être là. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde. Et je ne sais pas si je regrette d'avoir fait cette affiche maintenant, je me pose la question. Mais non, en tout cas, j'ai du boulot et les gens sont super sympas, donc c'est quand même très gratifiant aussi de rencontrer tout ce public. Je suis content d'être là. Alors dites-nous tous, les lapins crétins, parce que c'est devenu une institution, même pas qu'en France,
c'est mondial. Donc, les lapins crétins, dites-nous tous, ça a commencé comment, les lapins crétins? Alors, les lapins crétins, à la base, c'est un jeu vidéo qui vient d'Ubisoft. Alors, je donne la BD. Hein. Merci à vous. Merci. Donc c'est un jeu vidéo qui vient d'Ubisoft, qui existe depuis maintenant, je crois, plus de 20 ans. Et il cherchait, donc le jeu vidéo a cartonné, hein, il cherchait à adapter ce personnage-là de jeu vidéo en bande dessinée. Donc ils ont recherché des auteurs, ils m'ont trouvé avec le scénariste qui s'appelle Titom, et on a fait 9 BD ensemble. Donc moi mon travail c'était d'adapter graphiquement un personnage qui était en 3D pour le transposer en bande dessinée un peu plus cartoon. Donc ça c'était mon premier projet avec Ubisoft et c'est ce qui m'a un peu permis d'avoir la carte de visite dans ce métier-là. Voilà, donc les lapins crétins, après c'est devenu un dessin animé qui cartonne aussi, qui est sur Netflix maintenant si je dis pas de bêtises. Voilà, donc les lapins crétins continuent, il y a toujours un film qui est dans les tuyaux mais ça fait des années qu'ils en parlent. Donc on verra ce que l'avenir réserve pour les lapins. Sinon, vous avez des prochains projets ou encore d'autres choses que vous avez peut-être en tête? Alors, pour mes projets en cours, il y a une petite série qui s'appelle Avni. Donc Avni, c'est dessiné par Vincent Co. Et contrairement au lapin crétin, là où je dessine, pour Avni, j'écris les histoires. Voilà. Donc c'est une série maintenant qui a pareil 7-8 ans. Je sors à peu près un tome par an. Et le tome 8 est sorti en septembre dernier. Donc voilà, c'est les aventures d'un petit garçon qui est à l'école, des animaux. C'est un petit animal lui aussi, sauf qu'on ne sait pas ce que c'est comme espèce. Il a des pouvoirs, il peut s'étirer, se transformer. Donc Avni, animal vraiment non identifié, comme un ovni, mais en mode animal. Donc ça c'est ma série, on va dire, principale, qui continue maintenant depuis très longtemps. Plus récemment j'ai fait une BD qui s'appelle Le Monde à l'envers. Donc c'est une BD tirée d'une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube qui est assez connue chez les plus jeunes. Elle a à peu près 3 millions d'abonnés, donc c'est vraiment un gros... une des donc, du coup, Le Monde à l'envers, c'est des parodies d'émissions de télé. Moi, j'ai grandi avec la télé et j'aime bien, même encore aujourd'hui, je regarde des émissions, j'avoue, comme Koh-Lanta, des trucs qui me font rigoler. Quand je pars en cuisine, Top Chef, ce genre de choses. Ça touche aussi à la télé-réalité, à plein de sujets, c'est une critique de tout ça en fait. Donc c'était l'occasion de faire des gags avec ça, donc je travaille avec les youtubeurs, on écrit des histoires ensemble et j'ai un dessinateur qui s'appelle Orne Perea, qui vient de Toulouse comme moi. Et on a fait 2 tomes et peut-être un 3e qui viendra prochainement, du coup en 2022. Et encore plus récemment, alors celui-là il est tout frais, il s'appelle le Codex de Théo, il est sorti en début du mois. Le monsieur qui est derrière, qui a l'air très rigolo et très sympathique, il s'appelle Guillaume et c'est lui qui fait les dessins. Là on va plus parler de l'école. C'est une aventure en fait, dans des souterrains d'une école. Donc il y a des mystères qui englobent cette école. Donc c'est un peu sous forme d'enquête, de thriller un petit peu. C'est quand même pour la jeunesse. Et on touche à un sujet qui est d'actualité, qui est le harcèlement scolaire. Donc voilà, j'essaie quand même d'apporter un peu de légèreté par rapport à ce sujet, de faire passer des messages évidemment. Et dans cette BD, donc je coécris avec une amie qui s'appelle Mylène. Guillaume fait les dessins, Ben Becca fait les couleurs et à l'intérieur je dessine aussi un petit peu puisque le héros a une sorte de journal intime. Donc il fait des petits post-it comme ça, des petits dessins à droite à gauche. Des fois il y a des pages entières où il va écrire. Et en fait moi je fais les dessins du héros. Tout le texte, c'est comme si en fait j'étais la main du héros quelque part dans cette BD là. Donc quand je suis en dédicace, je fais quand même comme si c'était le personnage principal qui dédicaçait le livre au lecteur. Voilà, donc ça ce sont pour mes projets en cours. Après il y a d'autres choses. J'ai des séries en cours dans le journal de Spirou. J'ai pas mal de projets quand même. Donc pour l'instant, j'ai ça qui est sorti. J'évite de trop dire ce qui se prépare parce qu'on ne sait jamais ce qui va passer en premier. Et voilà, je suis globalement très content de faire ce métier et ravi d'être ici à Valenciennes. Mille merci, monsieur Pujol. Merci à vous et puis à bientôt sur le prochain salon peut-être si je suis réinvité. Voilà, merci beaucoup.